La prise en charge de l'asthme nécessite ainsi une précision diagnostique, un schéma thérapeutique et un suivi rigoureux afin de mieux gérer la maladie. En fait, les recommandations, si on voit les recommandations anciennes sur l'asthme, ce sont tous été orientées, elles ne font pas la distinction entre la population adulte et la population pédiatrique, surtout en matière de diagnostic de l'asthme, et ce sont toutes des données qui sont extrapolées à la population pédiatrique. Récemment, on a vu le jour de certaines publications et de consensus internationaux qui sont intéressés à la population pédiatrique, dont je vous cite le NICE, qui a été publié en 2017 et mis à jour en 2021. La British Thoracic Society a publié une recommandation, c'est le SIGN, qui a été publié en 2021. Et pour la première fois, le PN Respiratory Society a réuni un groupe d'experts qui ont l'habitude de recevoir des enfants asthmatiques et ils ont essayé de ressortir une recommandation dédiée à la population pédiatrique qui est âgée entre 5 et 16 ans. Il y a les recommandations du GINA qu'on connaît très bien. C'est une recommandation qui englobe tous les volets de la maladie asthmatique et c'est une recommandation qui est mise à jour tous les ans, dont la dernière mise à jour, c'est celle de 2023 et sur laquelle va se baser cet exposé. En fait, ces recommandations sont intéressées au diagnostic positif, aux différents moyens d'investigation de l'asthme et bien évidemment à la prise en charge thérapeutique. Si on reprend la définition de l'asthme, l'asthme est une maladie chronique hétérogène qui est caractérisée par une inflammation chronique, une hyperréactivité des voies respiratoires, elle est responsable de symptômes récurrents et elle est responsable d'une variabilité dans le temps et dans l'intensité. Et bien évidemment, elle est responsable d'une obstruction réversible. Malheureusement, tous ces signes ne sont pas tous fréquents, ne sont pas tous présents chez tous les patients et à tout moment, et c'est ce qui peut être source d'erreurs diagnostiques. Pour retenir le diagnostic de l'asthme chez l'enfant d'âge scolaire, l'anamnèse. Donc l'anamnèse, on va se baser sur une anamnèse rigoureuse. On va chercher de façon rigoureuse une respiration sifflante, une respiration allaitante. L'atout avec toutes ses caractéristiques sémiologiques, c'est une toux sèche, nocturne, récurrente, avec disparition des symptômes soit spontanément, soit sous l'effet des bronchodilatateurs courte durée d'action. Et bien sûr, on va s'acharner à chercher une difficulté respiratoire, une dyspnée, un souffle court, une sensation d'oppression thoracique. L'enfant peut présenter aussi des symptômes à l'effort et après l'arrêt de l'exercice, et donc on doit s'acharner à chercher ces symptômes pendant et après l'exercice. Et parfois, certains symptômes peuvent se voir pendant le sommeil et qui peuvent orienter vers le diagnostic de l'asthme. Vous voyez, tous ces symptômes, ce sont des symptômes qui sont très variables, ce sont des symptômes qui sont fréquents pendant l'enfance. Ils ne sont pas spécifiques, ils peuvent orienter vers certaines maladies telles que sur l'infection respiratoire, surtout virale, qui sont fréquentes et qui représentent la première maladie chez la population pédiatrique, et ce qui peut être source d'erreurs diagnostiques et ce qui complexifie encore plus la tâche du clinicien. J'attire votre attention, certaines situations cliniques peuvent être source d'erreurs diagnostiques telles que la toux chronique isolée, la toux avec expectoration, des douleurs thoraciques et une respiration nasale avec des signes ORL doit inciter le clinicien à chercher des diagnostics différentiels autres que l'asthme. En revoyant la littérature, les groupes d'experts, ils avaient constaté qu'il y avait une discordance dans l'approche diagnostique de l'asthme. Certains symptômes qui sont reconnus dans certains pays comme des signes d'asthme et qui ressortent dans les recommandations, ils sont considérés sous d'autres yeux comme des signes de bronchite l'utilisation des tests objectifs en faveur de l'asthme sont aussi très variables d'un consensus à un autre. Et donc, c'est ce qui a poussé les groupes experts de ressortir comme recommandation que le diagnostic de l'asthme ne doit jamais se baser uniquement sur
les symptômes évocateurs de l'asthme, mais on doit chercher d'éléments objectifs et on doit se lancer à demander des investigations à la recherche d'éléments objectifs en faveur de la maladie asthmatique. Et donc la demande des examens complémentaires, elles sont plus optionnelles en matière d'investigation de l'asthme, elles sont obligatoires. En ce qui concerne le test thérapeutique, auparavant, parfois, quand on ne trouve pas assez d'éléments en faveur de la maladie asthmatique, on va se dire, on va démarrer un traitement à base de corticoïdes inhalés pendant quelques semaines et on va voir la réponse des symptômes sous traitement inhalé. Actuellement, ce test thérapeutique n'est plus recommandé comme moyen d'investigation de la maladie asthmatique, sauf chez les enfants chez qui on a objectivé une baisse de la fonction respiratoire et chez qui on a constaté après le test thérapeutique une amélioration avec une normalisation de la fonction respiratoire. Ça peut orienter vers le diagnostic de l'asthme. Quelles sont les explorations requises pour le diagnostic de la maladie? En fait, la spirométrie reste le gold standard dans le diagnostic de l'asthme. Elle fait partie des investigations. Elle est certes de réalisation difficile chez les petits-enfants, d'interprétation difficile, surtout qu'on a de mal à avoir une bonne coopération, mais je vous dis que si on a un VMS basse avec un Z-score inférieur à moins 1,64 ou bien quand on n'en a pas le Z-score, on a une valeur inférieure à 80% de la valeur prédite, ça peut indiquer le diagnostic de l'asthme. Et les recommandations disent qu'un rapport VMS sur CVF qui est inférieur à 80% de la valeur prédite ou inférieur à moins 1,64 est un argument fort en faveur de diagnostic de l'asthme. Tous ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir le diagnostic de l'asthme chez l'enfant et on est obligé d'aller au-delà de ces investigations et de demander le test de réversibilité au bronchodilatateur. Ce test, il va nous permettre de répondre à la définition de la maladie asthmatique qu'on retrouve dans toutes les définitions et ça permet aussi d'exclure certains diagnostics alternatifs. C'est facile à faire, on connaît très bien, on part d'une spirométrie de base. L'enfant, il va inhaler 400 microgrammes de salbutamol si on est face à un enfant d'asthme scolaire ou bien 200 microgrammes chez les enfants de moins de 6 ans et on réalisera une deuxième spirométrie après 15 minutes. Concernant le seuil de réversibilité, il n'y a pas de consensus clair sur la définition de la réversibilité. Certaines publications parlent d'un seuil de 9%, d'autres parlent de 12%, d'autres parlent de 10%, mais les groupes experts, ils avaient retenu comme seuil de variabilité supérieur ou égal à 10% comparativement au VMS de base. Et dans ce sens, je vous rapporte cette publication qui a été publiée dans le Lancet en octobre 2017, qui s'est intéressée à une cohorte de 1184 enfants suivis dès la naissance et parmi lesquels 772 enfants sont suivis jusqu'à l'âge de 3 à 16 ans et ils avaient étudié le diagnostic de l'asthme chez les enfants très symptomatiques en se basant sur 4 mesures de la fonction respiratoire, en étudiant les seuils de réversibilité, en prenant un seuil supérieur à 12%, ils avaient trouvé que la sensibilité du test de réversibilité était de 9% et la spécificité était de 93%. En baissant ce seuil permettrait d'augmenter la sensibilité à 79% et de baisser la sensibilité à 42%. Et donc, à partir de ces données, ils avaient conclu qu'il est souhaitable de choisir un seuil intermédiaire de 10% comme seuil de réversibilité afin de retenir le diagnostic de l'asthme chez l'enfant. Qu'en est-il pour la variabilité de PIC-FLO, qui est un moyen simple, pas cher, qu'on pourra utiliser dans notre cabinet ou bien en milieu hospitalier? Cette mesure de la variabilité par le débit expiratoire de pointe, on n'a pas trouvé assez d'évidence pour ou contre ce moyen d'exploration et donc les recommandations disent que la mesure et la variabilité de PIC-FLO ne devraient pas être utilisées comme test objectif initial pour le diagnostic de l'asthme. L'inflammation est une caractéristique essentielle de la maladie asthmatique et donc la mesure de la fraction exhalée de NO peut
être réalisé comme moyen d'exploration de la maladie asthmatique. C'est un marqueur indirect de l'inflammation eosinophile des voies respiratoires. C'est un test pas invasif, facile à effectuer, et il doit faire partie de l'arsenal des explorations chez l'enfant symptomatique et chez qui on suspecte le diagnostic de l'asthme. Et toutes les publications, ils avaient trouvé que choisir un seuil de la fraction exhalée d'ONO supérieur à 25 par per million permet d'appuyer le diagnostic de l'asthme avec une sensibilité acceptable et une bonne spécificité. Dans ce sens, je vous rapporte cette publication qui a été publiée dans le Clinical Respiratory Journal en 2019, et dans cette étude, ils sont intéressés à 275 enfants qui étaient adressés pour évaluation de la maladie asthmatique. Ils sont âgés de 8 à 16 ans, et ils avaient étudié les performances diagnostiques et des indices spirométriques et de la fraction exhalée d'ONO par l'analyse des courbes ROC. Et ce qu'ils avaient trouvé dans cette étude, ce que vous voyez sur le graphique, que sur le tracé en grain, la combinaison de la spirométrie et de la fraction exhalée de NO permet d'augmenter la pertinence diagnostique de l'asthme infantile. Parfois, la situation elle est un peu complexe. L'enfant il est très symptomatique et les différentes investigations qu'on vient de citer tout à l'heure ne permettent pas d'arriver à un diagnostic. On est obligé de demander d'autres investigations telles que le test de provocation bronchique. Ce sont des tests qui sont assez chronophages et qui doivent être réalisés en milieu spécialisé. Et ce qui est recommandé actuellement, ils doivent être effectués chez les enfants avec des symptômes d'asthme ou les autres examens objectifs tels que la spirométrie, le test de réversibilité et la mesure de la fraction exhalée de l'anneau n'ont pas permis de confirmer ou d'exclure le diagnostic d'asthme. Qu'en est-il de l'exploration allergologique? Elles ne doivent jamais faire partie de l'arsenal des différentes investigations afin de poser le diagnostic positif de l'asthme. Ce sont des moyens d'investigation qui permettent d'évaluer le profil phénotypique de l'asthme et permet d'aider le clinicien à mettre en place des mesures préventives individuelles. L'enfant d'âge préscolaire, il a sa particularité. Devant cette tranche d'âge, il est difficile de réaliser toutes les investigations qu'on vient de citer tout à l'heure. La coopération, elle est très difficile chez cette tranche d'âge. Et donc, l'examen et l'anamnèse restent la base du diagnostic. On peut s'aider des différents scores, dont la prédiction de l'asthme. On peut chercher des arguments en faveur de la maladie asthmatique, chercher des symptômes en absence, surtout en l'absence d'épisodes infectieux, chercher l'apparition des épisodes obstructifs, surtout après l'âge de 2 ans, et au contraire de l'enfant d'âge scolaire, la réalisation des examens allergologiques peuvent apporter des arguments probants en faveur du diagnostic de l'asthme. Le test thérapeutique aussi peut être utilisé comme moyen d'exploration de la maladie asthmatique chez l'enfant, surtout en cas d'amélioration des symptômes et la reprise de la symptomatologie à l'arrêt du traitement prescrit. Pour la prise en charge thérapeutique, toutes les recommandations, ils ont le même objectif. C'est le contrôle de la maladie, c'est de réduire au maximum le symptôme de l'asthme, réduire le risque de perte de contrôle, le risque d'exacerbation, le risque de déclin fonctionnel respiratoire, et bien évidemment prescrire les moyens thérapeutiques qui donnent le moins d'effets secondaires thérapeutiques. Actuellement, le GINA 2023, il parle de nouvelles terminologies. On ne parle plus de traitement de fond, on parle de traitement de maintenance qui vise aussi bien le risque futur de la maladie asthmatique et aussi le contrôle des symptômes. Pour le traitement de secours, on parle d'une association corticostéroïde inhalée formoterol ou corticostéroïde inhalée et bronchodilatateur courte durée d'action, et aussi l'association corticothérapie inhalée et formoterol fait partie de l'arsenal thérapeutique et peut être considérée dans le cadre de la stratégie MART comme traitement de maintenance et de traitement de secours. On parle aujourd'hui de traitement personnalisé. C'est la médecine 6P, c'est une médecine préventive, il faut prévenir l'enfant de ne pas tomber malade. C'est une médecine prédictive, c'est permettre de prédire
c'est une médecine qui permet de prédire le risque futur et l'évolution de la maladie. On doit prescrire des... D'accord. Donc c'est une médecine personnalisée et il faut prescrire des thérapeutiques qui sont adaptées à la caractéristique de la maladie. Elle est basée sur des preuves, basée sur des données de la littérature qui ont prouvé son efficacité. Et bien sûr, l'enfant, il est l'acteur de sa maladie, il est au centre de la prise en charge, il est intégré au parcours de soins et il doit participer dans le choix thérapeutique. Concernant le traitement de l'asthme d'âge préscolaire, que dit GINA 2023, elle permet d'apporter certaines précisions pour l'asthme léger, pour le STEP 1, et il n'y a pas assez de données évidentes concernant l'instauration d'un traitement d'entretien. Et il recommande de démarrer une corticothérapie inhalée à faible dose à partir du palier 2. Bien sûr, si ça ne marche pas, on peut choisir d'autres alternatives thérapeutiques, les antileucotriènes, avant de discuter d'augmenter la charge thérapeutique et faire un step-up et d'aller au palier suivant. Il est recommandé chez l'enfant d'âge préscolaire d'instaurer un traitement sous forme de spray avec chambre d'inhalation et utilisation de masques chez les enfants de moins de 3 ans et chez les enfants de plus de 4 ans, tester à chaque fois qu'il est possible de passer un embout buccal. Pour l'enfant d'âge scolaire, il est recommandé pour le palier 1 d'utiliser en première ligne l'association corticothérapie inhalée et bêta-2-humitique courte durée d'action chaque fois qu'on a besoin au traitement de secours. Et concernant le traitement de secours, on pourra associer les bêta-2-humitique courte durée d'action en garde en place, mais comme alternative thérapeutique, on pourra prescrire l'association corticostéroïde inhalée et bêta-2-humitique courte durée d'action à partir du palier 3 et du palier 4. Et ce qui rajoute le GINA 2023 pour le palier 5, c'est qu'ils associent l'interleukine, les anti-interleukine 5 parmi les prescriptions et les options thérapeutiques préférées dans la prise en charge d'asthme sévère et eosinophilique de l'enfant. La corticothérapie inhalée, il y a différents dosages qui peuvent être prescrits en fonction de la sévérité de la maladie, en fonction de l'âge de l'enfant. Je vous invite à aller lire dans le guide GINA. Il faut savoir que le fluticasone, le spray, il a la même à partir de l'âge d'1 an, mais les autres corticoïdes inhalés, on ne précise pas la limite inférieure d'âge. Les bronchodilatateurs, longue durée d'action, ils ont la même à partir de 4 ans et les antileucotriènes, ils ont la même à partir de 6 mois. Pour les corticoïdes inhalés, il n'y a pas de risque pour l'enfant, il n'y a pas d'effet sur la croissance majeur, il n'est pas cumulatif ni progressif et il ne faut jamais utiliser les corticoïdes oraux comme traitement de maintenance. Le suivi de la maladie de l'asthme est essentiel. Elle est basée sur le cycle de contrôle de l'asthme, l'évaluation, l'adaptation et la vérification de l'effet thérapeutique. Il faut chercher toujours la dose minimale efficace pour le bon contrôle de la maladie. On peut s'aider des moyens simples pour évaluer le contrôle de la maladie, tels que l'asthma control test. Et on peut donner un plan d'action personnalisé afin d'aider l'enfant et son parent à gérer les exacerbations de la maladie. Et il est souhaitable de vérifier avant d'envisager une augmentation des doses. Est-ce que c'est bien de l'asthme? Est-ce que l'enfant il est bien observant de son traitement? Est-ce qu'il est compliant au traitement? Et bien sûr, il faut agir sur les différents facteurs de risque modifiables. J'arrive à la fin de cet exposé. Est-ce que les messages à retenir, le diagnostic de l'asthme de l'enfant ne doit pas se faire uniquement sur les données anamnestiques. La spirométrie, le test de réversibilité, la fraction isolée de NO font partie du bilan initial pour le diagnostic d'asthme. Il est actuellement proposé d'utiliser en première ligne l'association corticoïde inhalée bêta-agoniste longue durée d'action comme traitement de fond et d'exacerbation chez l'enfant d'âge scolaire en palier 3. Et le choix du traitement doit tenir compte des préférences de l'enfant et du parent concernant le mode d'administration. La posologie du traitement doit être adaptée pour aboutir au traitement le plus faiblement dosé pour obtenir le meilleur contrôle de l'asthme. Et
La non-observance est une cause fréquente d'échecs thérapeutiques, d'où l'intérêt d'un plan d'action personnalisé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Basma, pour cette mise au point claire sur les recommandations actuelles en matière de prise en charge de l'asthme de l'enfant. Je pense qu'on peut se permettre 2-3 questions, s'il y a des commentaires ou des questions dans la salle. Oui, docteur Dilela. Basma, c'est ici. Merci, Basma. En fait, je voulais te poser une question par rapport aux explorations. Tu semblais très attaché au fait de faire la spirométrie, je suis d'accord, mais le test de provocation, je pense qu'on le fait que si on a vraiment des doutes diagnostiques ou si on a une forme qui n'est pas claire, mais si on a des symptômes évidents, je pense qu'on n'a pas besoin de, même si la spirométrie est normale, on n'a pas besoin de le faire. Les recommandations actuelles insistent bien qu'il faudra confirmer le diagnostic pour être certain, notamment lors du suivi de la maladie. Donc c'est vrai, on a assez d'éléments objectifs anamnestiques en faveur de la maladie asthmatique. Si on a réalisé une spirométrie, on peut trouver un VMS bas qui fait évoquer le diagnostic, mais il faut toujours chercher la réversibilité et soit par le test de réversibilité, ou bien à l'envers, on peut faire le test de provocation bronchique et chercher une... Parce qu'il n'est pas très accessible en plus. Hein. Justement. Bon, le test de provocation, il n'est pas très accessible. Hein. Il n'est pas... Merci beaucoup, Basma. Tu as insisté sur le diagnostic, les symptômes de l'asthme chez l'enfant et tu as parlé de l'atout équivalent d'asthme et des problèmes de diagnostic chez l'enfant. Et je profite, Dr Bousseta est là, pour dire que on a l'impression qu'au niveau des pneumologues, on pose plus facilement le diagnostic de l'asthme chez l'enfant, même devant des formes atypiques de toux, persistantes, nocturnes, etc. Alors, chez les pédiatres, on a l'impression qu'ils hésitent pour mettre l'étiquette d'asthme chez les enfants. Je ne sais pas, Madame, donc dans votre, je sais que vous faites beaucoup d'allergologie en matière on fait de beaucoup de pneumos, voilà, beaucoup d'allergos. Et est-ce que vous confirmez ça? C'est ce qu'on a noté. Nous, on reçoit les enfants en deuxième, troisième an après, et on a l'impression que les enfants souvent avaient ces symptômes depuis des années, mais qui sont considérés comme des reflux ou autre chose. Ouais. Et il n'y a pas ce diagnostic d'asthme qui est posé facilement par les pédiatres par rapport aux pneumologues. Moi, je pense, et d'ailleurs c'est ce que je dis toujours aux jeunes internes et résidents, d'abord il y a deux choses, deux messages. Tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme et tout chronique n'est pas de l'asthme. Parce que malheureusement, dans notre pays aussi, nous sommes passés d'un sous-diagnostic d'asthme vers un sur-diagnostic d'asthme. Et particulièrement chez les moins de 6 ans, chez les moins de 5-6 ans. Elle l'a dit, Basma, très bien, c'est les infections virales qui vont être pourvoyeuses de toux répétés ou de toux chroniques. Et donc là, toute la finesse est de pouvoir dire, parmi ces tousseurs chroniques de moins de 5 ou 6, chez le plus âgé, l'âge scolaire, je vais pouvoir faire ma spirométrie, je vais pouvoir faire ma réversibilité et je vais pouvoir apporter une documentation et certifier le diagnostic d'asthme. Mais chez les moins de 6 ans, c'est très difficile. Et donc là, comme vous l'avez dit, on ne peut pas faire d'exploration fonctionnelle respiratoire. Donc, il y a des scores qui ont été proposés, et particulièrement chez les moins de 2 à 3 ans, parce que là, on voit énormément de nourrissants et de jeunes enfants qui sont sous corticoïdes inhalés. Presque tous ceux qui sifflent 1 ou 2 fois vont être mis sous corticoïdes inhalés, alors qu'on sait très bien que dans cette tranche d'âge, il y a beaucoup de viroses respiratoires. Donc, on va s'appuyer, on va se rabattre sur la clinique, les antécédents familiaux d'atopie. Si j'ai un tousseur chronique et j'ai de l'atopie personnelle et ou familiale, et j'ai de la sémiologie qui me dit que mon enfant tousse plutôt en milieu de nuit, tousse au décours de l'effort physique, il tousse en cas de contrariété, etc. L'idéal, si je suis dans une tranche d'âge qui me permet d'avoir des explorations fonctionnelles, c'est d'avoir les explorations fonctionnelles respiratoires avant de le mettre sous traitement. Mais si je suis vers les 4-5 ans, on va le traiter et ça va être un traitement d'épreuve
et je vais pouvoir, au bout de quelques semaines à quelques mois, réviser éventuellement mon diagnostic. Mais puisque je suis avec vous, pneumologues, et je le dis toujours aux pédiatres, et à vous aussi, mes amis pneumologues, méfiez-vous des diagnostics différentiels. Méfiez-vous des diagnostics différentiels. Donc, votre anamnèse doit être compatible avec le diagnostic d'asthme, et votre examen physique, vous ne vous êtes pas suffisamment attardé sur l'examen physique, alors que nous, en pédiatrie, la courbe de croissance, elle est capitale. S'il y a un ralentissement, s'il y a un changement de couloir, méfions-nous, s'ils tous, on a eu dernièrement des cas de muco qui étaient considérés comme des asthmatiques. Et en fait, c'était une mucoviscidose. Donc, la clinique, elle est capitale. Et si on a les moyens de faire l'exploration fonctionnelle, oui, on l'a fait. Fadel, si vous voulez Je pense rajouter. que aussi bien la STMRA que la Société de pédiatrie sont conscients de cette problématique. Et c'est pour cela que les deux sociétés sont en train d'élaborer un guide de diagnostic et de prise en charge de l'asthme en collaboration avec l'équipe de l'INEAS. Inch'Allah, il sera prêt début 2024. Voilà. Voilà, c'est très intéressant ce qu'elle nous a dit, mais moi j'ai beaucoup dans ma clientèle d'enfants, de petits-enfants de l'âge de 2 ans jusqu'à 15 ans, et dans ma pratique, à l'interrogatoire, donc je demande s'il y a eu des bronchiolites du nourrisson, il y a le SCOD, je ne sais pas, plus de 3 bronchiolites, je ne sais pas si c'est d'actualité maintenant, il faut se méfier d'un asthme. J'ai une deuxième question. Il faut toujours voir l'examen ORL de l'enfant, voir s'il n'a pas d'obstruction nasale ou de signes en faveur de gène nasal, parce que ça peut favoriser la survenue de l'asthme. L'asthme et la rhinite allergique sont souvent associés. Et la troisième question, vous n'avez pas évoqué le salmétérol, vous avez parlé du formotérol. Est-ce que vous avez une expérience avec le salmétérol, le sérétide, c'est-à-dire bêta-glucométique de longue action et corticoïdinolique, le sérétide? Est-ce que vous avez une expérience avec ça? Bon, le salmétérol, bon, je commencerai par la dernière question. Donc, pour le salmétérol, on n'est pas en train de le prescrire pour les enfants. Ils n'ont pas la même pour les petits-enfants. Et au-delà de 4 ans, justement. Mais concernant les symptômes respiratoires, l'association de rhinite allergique et de l'asthme, oui, ça existe. Mais quand on a des symptômes ORL, toujours penser à des diagnostics différentiels et adresser l'enfant à une consultation d'ORL avant de se lancer vers le diagnostic d'asthme et démarrer un traitement de fond. Oui, je voulais revenir sur les explorations fonctionnelles chez l'enfant. Sur le petit enfant, quand on ne peut pas faire de test de provocation bronchique, ce qui est vraiment difficile. Pourquoi pas ne pas faire le test de course libre? C'est facile à faire et ça peut redresser beaucoup de diagnostics. Tu n'as pas vraiment insisté, peut-être pas assez. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas insisté beaucoup parce que par faute du temps, parce que je dois répondre à la plage horaire, mais c'est vrai, le test de provocation bronchique, c'est vrai, c'est un test chronophage, on ne peut pas réaliser les mesures, le test de provocation à la métaconine. Un test simple, facile à réaliser, c'est le test à l'effort. Le test de course, on le fait dans notre service. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est maximum 6 minutes et on pourra faire le diagnostic par la mesure uniquement du DEP. Chaque fois qu'on a une chute de DEP et l'enfant devient symptomatique, il a des symptômes, une dyspnée avec à l'auscultation des rats sibilants, ça permettra d'évoquer le diagnostic. C'est un test considéré comme positif. Je voudrais juste ajouter un détail, c'est que Basma, elle s'est basée sur les recommandations. Et le test de course libre, ça ne fait pas partie des recommandations. C'est plutôt un test de provocation classique sur un tapis roulant. Ce que nous, on fait dans le service, c'est faire courir les enfants de façon simple. Ça marche bien, mais ce n'est pas absolument dans les recommandations. Bon. Le test de provocation bronchique, il n'est pas obligatoire pour le diagnostic. Test de provocation bronchique, qu'il soit pharmacologique ou moyen physique, il n'est pas obligatoire pour le diagnostic positif d'asthme. Par contre, la réversibilité sous bêta-2, oui, si quelqu'un pourrait... voilà.
Bon, il y a une dernière question. Allez-y, madame. Après, on passe. Merci Basma pour cette présentation. En fait, moi je voudrais parler du petit enfant inférieur à 4 ans où les bêta-2 longue action ne sont pas indiqués et où on monte step up avec les corticoïdes inhalés. On peut aller, vous le savez tous, jusqu'à 500 microgrammes, voire 1000. Le problème, c'est ça, avec des antileucotriènes. Avec Madame Poussetta, nous avons assisté dernièrement, il y a 2 semaines, au congrès de l'ESP2A pour la pneumopédiatrie. Et les antileucotriènes, vraiment, on recule. Il y avait l'euphorie des antileucotriènes, mais maintenant on recule de plus en plus. Et on a la main lourde de plus en plus à cause des effets indésirables. Quel est votre avis pour ces petits-enfants où l'asthme n'est pas bien contrôlé, selon votre expérience? Nous n'avons pas beaucoup de choix thérapeutiques pour ces enfants-là. Généralement, quand on est face à des petits-enfants qui sont tout le temps symptomatiques et on n'arrive pas à les contrôler par une charge thérapeutique aussi importante, on s'acharne toujours, on se pose la question, est-ce que réellement c'est de l'asthme ou pas? On reprend les investigations dès le départ et on essaye de chercher est-ce que dans l'entourage de l'enfant, est-ce qu'il y a un facteur de risque modifiable sur lequel on n'est pas en train d'agir, et généralement c'est le cas. On l'a constaté fréquemment. Il y a certainement quelque chose qui est à l'origine de la sévérité de la symptomatologie et des exacerbations. Et dans le cas contraire, si ce n'est pas le cas, on essaye d'augmenter la charge thérapeutique. C'est vrai, dans quelques cas, on peut se permettre de prescrire les bêta-2 longue durée d'action hors AMM, mais c'est discuté et vraiment c'est pour des cas très particuliers, on n'arrive pas à gérer la maladie. Merci. Pardon, si je peux me permettre juste, je rajoute un commentaire et je m'arrête. C'est que pour les asthmes mal contrôlés, les moins de 4 ans, on insiste toujours sur le fait qu'il faut 2 choses. 1, vérifier qu'on ne se trompe pas, que ce n'est pas autre chose. Et on a les diagnostics différentiels. Deuxièmement, vérifier que votre technique de prise de médicaments et votre compliance au traitement, elle est bonne. À mon avis, les antileucotriènes ne vont pas transformer la vie de votre enfant. Par contre, assurez-vous que les corticoïdes inhalés à la dose voulue sont bien donnés et sincèrement, on arrive à équilibrer les enfants, on n'arrive pas à 1000 gamma. On n'arrive pas à 1000 gamma. Dans notre pratique à l'hôpital, aucun de nos enfants ne reçoit 1000 gamma. Voilà, je pense que je vais m'arrêter, sinon on s'arrête.